Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Euromax sur Maghreb TV Belgique. Alors aujourd'hui, on est dans cette enceinte du Parlement européen ici à Bruxelles pour parler de la politique européenne de voisinage, la PEV. Et pour cela, on va débattre avec nos quatre invités. Je vais vous les présenter. D'abord, monsieur Henri Malos, qui est à ma gauche. Henri Malos, bonjour. Bonjour. Alors Henri Malos, vous êtes un homme politique, vous êtes engagé dans les affaires européennes et dans le monde des affaires. Vous êtes président honoraire du Comité économique et social européen. Vous présidez actuellement l'association Jean Monnet et le think tank de Vocal Europe et vous enseignez l'histoire de l'Union européenne à l'université Pasquale Paoli, voilà, en Corse et Sciences Po Paris. Oui. Alors, vous avez cette expérience européenne, mais vous avez aussi cette qualité académique. Vous êtes enseignant de la politique européenne. Donc, j'espère qu'on va beaucoup apprendre de vous sur cette thématique qui intéresse pas que l'Union européenne, mais aussi tous les autres pays. On va parler notamment de l'Europe orientale, mais aussi du pourtour méditerranéen, les pays du sud de la Méditerranée. Et pour cela aussi, donc, j'ai invité également à débattre avec nous Monsieur Björn Hultin. Vous êtes suédois, mais vous êtes aussi surtout expert en politique Union européenne-Afrique. Bonjour Monsieur Hultin. Bonjour. Bonjour. Merci. Bienvenue. Et j'ai également avec nous le plaisir Recevoir Monsieur André Barks. Vous êtes journaliste hongrois. Bonjour. Ça fait 20 ans que vous êtes accrédité ici auprès des institutions européennes. C'est vrai. On va avoir le regard d'un journaliste de l'Europe centrale sur la politique européenne de voisinage. Je vais expliquer pourquoi on va parler de tout ça. Et enfin, j'invite et j'ai le plaisir de recevoir avec nous également M. Redouane Bachiri. Vous êtes journaliste belge accrédité auprès des institutions européennes. Tout à fait. Merci. Bonjour M. Bachiri. Merci. Alors, bonjour. Pourquoi on va parler de la politique européenne de voisinage et on va en débattre, surtout dans le contexte de la guerre contre l'Ukraine, de l'invasion russe de l'Ukraine, sur les conséquences de cette guerre, sur la stabilité non seulement des pays de l'Union européenne, mais également des partenaires de l'Union européenne, notamment des pays du sud de la Méditerranée et bien sûr les pays de l'Europe orientale. Alors, Monsieur Malos, si vous permettez, avant d'entamer ce débat, peut-être en chapeau, un petit mot pour expliquer à nos auditeurs de quoi s'agit-il quand on parle de la politique européenne de voisinage. Bonjour. Et en quoi elle est intéressante pour les pays partenaires. Oui. Moi, je pense que dès le début, ça a été une erreur. Je pèse mes mots pour l'Union européenne que de définir une politique de voisinage globale. D'abord, le terme, moi j'aime pas le terme de voisin. Je pense qu'on est tous, on appartient tous à la même famille et les Européens sont des Européens. Nos amis méditerranéens, moi je suis aussi méditerranéen, j'habite en Corse, comme vous l'avez rappelé. Et donc cette idée qu'il y a nous et les voisins, souvent on dit, il y a un proverbe en Corse qui dit « ne t'occupe pas des affaires du voisin ». Donc c'est un peu, je trouve, discriminant, péjoratif. Et d'ailleurs, je me souviens d'en avoir parlé, je peux le dire avec la haute représentante pour les affaires extérieures de l'époque, quand cette politique a été mise en place, Federica Mogherini, qui est maintenant la présidente du Collège d'Europe, de Bruges, et elle partageait mon sentiment que ça avait été une erreur politique. Le terme d'abord, et ensuite, et je crois que ça c'est une chose qui intéressera encore plus vos téléspectateurs, le fait de mélanger tout, c'est-à-dire de mélanger les pays d'Europe de l'Est, d'Europe centrale et orientale, l'Ukraine, d'une certaine manière la Russie, puisqu'à l'époque on avait même pensé que la Russie pourrait un jour, d'une manière ou d'une autre, y être associée, et puis la Méditerranée, les pays de la rive sud de la Méditerranée, avec lesquels l'Europe, et en particulier mon pays, la France, mais aussi nos pays, des pays du Sud, entretiennent une proximité. Pour un Corse, je veux dire, la famille, l'environnement, c'est la Méditerranée. La Tunisie, la Libye, l'Algérie, le Maroc sont beaucoup plus proches, je m'excuse,
mais que la Suède ou la Hongrie, qui paraissent... Même la Suède? Même la Suède, qui paraissent très lointains sur le mode de vie. Donc je pense qu'au début, cette idée de tout vouloir, c'est un petit peu une mode anglo-saxonne, trouver des concepts globaux, alors que je pense qu'il aurait mieux valu garder une politique méditerranéenne et garder une politique Si vous vers l'Europe de permettez, l'Est. M. Malos, Bien sûr. dans la même perspective de votre intervention, peut-être rappeler, comme ça pour nos auditeurs, pour les mettre dans le bain déjà, donc cette politique européenne de voisinage concerne, comme vous l'avez très bien précisé, plusieurs pays de différentes régions. Peut-être si je peux les citer, comme ça c'est un peu plus clair. Donc cette politique s'applique à l'Algérie, à l'Arménie, à l'Azerbaïdjan, à la Biélorussie, à l'Égypte, à la Géorgie, à Israël, à la Jordanie, au Liban, à la Libye, à la Moldavie, au Maroc, à la Palestine, à la Syrie, à la Tunisie et à l'Ukraine. Donc, comme vous avez très bien dit, ça concerne plusieurs pays de plusieurs régions différentes. Mais vous semblez critiquer cette politique alors que le but peut-être était noble. Le but des concepteurs, des initiateurs de cette politique, c'était de renforcer la prospérité, la stabilité, la sécurité de tous, en se basant sur des valeurs communes qui sont la démocratie, la défense des droits de l'homme. N'est-ce pas le but est noble? Alors en quoi c'est une erreur pour vous? Je pense que c'est une erreur parce que la politique méditerranéenne, si je prends que la politique méditerranéenne de l'Union européenne a une histoire, communauté européenne. Il y avait eu ce qu'on appelle la politique Euromed. Il y avait eu la tentative faite par le président français Nicolas Sarkozy de l'Union pour la Méditerranée, UPM, qui a été avortée, qui a été tuée, en fait, il faut le dire, par l'Allemagne, qui voyait cette Union pour la Méditerranée comme une concurrence à l'Union européenne, alors que ce n'était pas vraiment cela. L'objectif de l'Union pour la Méditerranée, c'était de réunir tous les pays des rives nord et sud de la Méditerranée dans un projet qui était un projet aussi d'intégration et de coopération et de stabilité. Et je crois que, vous savez, il y a un autre proverbe, m'excuse, mais quand on dit qui trop embrasse mal étreint, je veux dire, en voulant tout, vous avez bien vu, entre l'Azerbaïdjan et le Maroc, il n'y a pas beaucoup de points communs. Entre l'Arménie et le Maroc, encore moins. Donc, où veut-on en venir? Et je trouve que l'idée d'avoir, bien sûr, des relations privilégiées avec toutes ces zones est une excellente idée. Mais mélanger les choses, à mon sens, a perdu de la substance. Je peux vous dire, moi, je vais assez souvent au Liban, j'y vais dans 15 jours, je suis invité par le gouvernement libanais, par les autorités. Et les Libanais, par exemple, ressentent cette politique de voisinage comme quelque chose qui leur a fait perdre beaucoup par rapport à la relation privilégiée qu'ils entretenaient avec Bruxelles, avec l'Union européenne. Et je sais que dans les pays du Maghreb, on partage aussi ce sentiment. Donc ma critique, c'est pas une critique sur les intentions, c'est une critique sur la réalité. Et la réalité, c'est que malgré de bonnes intentions, je pense que cette politique globale, elle ne nous a pas permis finalement d'avancer beaucoup en Europe centrale et orientale et en Europe de l'Est, puisqu'on voit que malheureusement, elle n'a pas réussi à éviter la guerre, l'horrible guerre que nous avons aujourd'hui en Ukraine. Et dans les pays de la rive sud, elle a créé un certain sentiment d'abandon. On s'occupe que de l'Est, on ne s'occupe plus de nous. C'est peut-être pour cela que l'Union européenne a prévu des outils de coopération régionale. Donc, c'est pour ça qu'il y a ces outils-là qui se distinguent ou bien on les voit en deux partenariats. C'est le partenariat oriental d'un côté, puis l'Union pour la Méditerranée de l'autre, justement pour ne pas avoir des politiques communes à tous les pays, donc les distinguer par région. Est-ce que cela ne répond pas à vos critiques? Non, parce qu'il y a les mêmes instruments. Et par exemple, l'Union pour la Méditerranée, je rappellerai qu'à l'origine, ça devait être une union politique avec des réunions régulières des chefs d'État et de gouvernement. Ça ne devait à l'origine concerner que les pays méditerranéens, du nord ou du sud. L'Allemagne et Bruxelles ont imposé que cette union pour la Méditerranée comporte l'ensemble des pays de l'Union européenne. Et finalement, regardez aujourd'hui qu'est devenue l'Union pour la Méditerranée, une coquille vide. Un petit secrétariat à Barcelone,
avec quelques diplomates et une centaine de fonctionnaires, c'est devenu une sous-agence de l'Union européenne. Alors qu'à l'origine, c'était un projet politique beaucoup plus ambitieux. Et moi, je plaide pour qu'on revienne et pour qu'on relance l'Union pour la Méditerranée, qu'on relance une vraie politique ambitieuse vers la Méditerranée, et que, par ailleurs, bien sûr, le partenariat oriental, les relations avec les pays de l'Est du continent soient renforcées, mais pas de manière, je dirais, globale, dans un mélange des genres qui n'est pas bon. Alors, deux petites questions avant de passer la parole à nos autres invités, si vous le permettez, M. Malos. Donc, le but, c'était aussi, pour cette politique européenne de voisinage, c'est de renforcer peut-être la démocratie dans les pays partenaires et également permettre le renforcement d'une intégration économique beaucoup plus poussée et stable pour ces pays. Est-ce que vous pensez que ces buts ont été atteints par cette politique ? Eh bien, la démocratie d'un côté et l'intégration économique de l'autre. Il faut regarder le résultat. Hein. Le résultat est compliqué. Je pense d'abord que sur ces questions de démocratie, d'état de droit, il faut être prudent. Personne ne détient, je dirais, la valeur suprême de la démocratie et de l'état de droit. Je veux dire, il faut être humble. Et parfois, les Européens ou les Américains encore plus manquent d'humilité. Chaque pays a ses traditions, a ses façons de faire. Les choses doivent évoluer avec le temps et avec aussi le respect des valeurs et des identités. Donc, on a bien vu ce qui est arrivé du printemps arabe. Je ne vais pas vous faire un dessin là-dessus. Et on voit bien ce qui arrive maintenant entre l'Ukraine et la Russie. Vous savez, moi, j'ai eu la chance, le privilège de participer, en tant que membre du Conseil européen, du Conseil du partenariat oriental, celui qui s'est tenu en 2013, et à la suite duquel le président ukrainien Yanukovych est rentré à Kiev, a annoncé qu'il ne signerait pas l'accord de partenariat avec l'Europe, et Maïdan, l'occupation de la place Maïdan a commencé à ce moment-là, et toute la crise qui existait déjà un petit peu avant, toute la crise qu'on a aujourd'hui, l'horrible guerre que nous avons aujourd'hui, s'est nouée. Et moi, j'avais dit lors de ce sommet, devant les chefs d'État et de gouvernement, il y avait François Hollande, Mme Merkel et les autres, on ne peut pas demander aux Ukrainiens de choisir entre la Russie et l'Europe, on ne peut pas demander à un enfant de choisir entre son père et sa mère. Et je peux le répéter ici. Je veux dire, ces valeurs, il faut faire très très attention. Ces valeurs, ça ne veut pas dire se couper de ses origines, se couper de ses traditions et se couper aussi des pays qui sont à côté. Je veux dire, l'Ukraine, géographiquement, elle sera toujours là, la Russie sera toujours là. Et susciter une opposition entre les deux, même si moi, mon cœur saigne pour les Ukrainiens, j'étais sur la place Maïdan, je suis un des premiers Français, vous l'avez peut-être vu sur ma bio, un des premiers Français à être mis sur la liste noire de la Russie. Je suis interdit de séjour en Russie suite à ma présence sur la place Maïdan. J'étais parmi les 4 premiers Français, avec Bernard-Henri Lévy et Daniel Cohn-Bendit, à être interdit en Russie. Mais malgré ça, je considère que cette politique, je dirais, un petit peu agressive sur les droits de l'homme, la démocratie, avec peu de concret, en fait, sans le respect des identités des uns et des autres, elle peut avoir de mauvaises conséquences. Une dernière question avant de passer à M. Hultin. Je le rappelais au début, dans mon introduction, le but et les intentions étaient nobles de cette politique européenne de voisinage, c'était aussi de maintenir la paix, la stabilité, la sécurité de tous, et des pays de l'Union européenne et des pays partenaires concernés par cette politique, par cette PEV. Quand on voit maintenant la guerre contre l'Ukraine, des tensions parfois armées entre certains pays partenaires de cette politique européenne de voisinage, le retour de certains autoritarisme dans certains pays également. Est-ce que vous pensez que cette politique européenne de voisinage, c'est le signe de son échec ou c'est peut-être un signal pour son renouvellement? Non, bien sûr, moi je pense qu'il faut un renouvellement, il faut avoir une vision à long terme. La vision à long terme, c'est que le jour où la guerre s'arrêtera, et nous souhaitons tous
qu'elle s'arrête le plus vite possible. Nous souhaitons tous, moi je souhaite que l'Ukraine rejoigne l'Union européenne le plus vite possible, retrouve sa souveraineté et retrouve bien sûr tous ses attributs. Nous le souhaitons tous. Mais ce jour-là, il faut penser aussi à une façon d'intégrer la Russie. Je n'aime pas du tout le gouvernement de M. Poutine, d'ailleurs, donc il me le rend bien puisque je suis interdit de séjour. Mais la Russie est un pays européen et doit trouver un jour sa place dans l'organisation de l'Europe. Ça, ce n'est pas l'avis de tout le monde. L'organisation de l'Europe. Oui, mais c'est le mien. Et en ce qui concerne, c'est l'avis d'autres chefs d'État et de gouvernement dans l'Union européenne, y compris en France, comme vous savez, c'est aussi l'avis d'Emmanuel Macron sur ce sujet, qu'il a dit qu'il ne faut pas humilier la Russie. Et puis, il y a la politique méditerranéenne, à laquelle je suis extrêmement attaché en tant que Français, en tant que Corse, en tant que Méditerranéen. Je me sens très proche de mes amis libanais, mais aussi de mes amis du Maghreb. Et je considère qu'on les a trop négligés et qu'il faut penser à une organisation de la coopération en Méditerranée qui ne se fasse pas avec les mêmes instruments que ce qu'on fait en Azerbaïdjan ou en Arménie ou en Moldavie. Si vous voulez, il y a des spécificités. Par exemple, moi je souhaiterais qu'on fasse plus pour favoriser la coopération entre les pays du Maghreb, entre les pays de la rive sud, entre les pays entre eux. Parce que regardez les relations entre l'Algérie et le Maroc, regardez les relations entre la Tunisie et ces pays, regardez le Liban qui est isolé, regardez cette situation, ça ne s'est pas amélioré. Il faudrait favoriser davantage de coopération dans le bassin méditerranéen. Ça, c'est mon autre vision. Je reviendrai avec vous pour parler justement du cas Maghreb, parce que c'est très important pour nous. Je me tourne vers mon ami suédois, Björn Hulten. Je prononce correctement votre nom? Ça peut passer. Ah, ça peut passer. Voilà. Alors, vous êtes expert dans les relations Afrique-Union européenne. Quand on voit, par exemple, maintenant, la guerre contre l'Ukraine et la tension que ça crée au niveau, pas que européen, mais mondial, est-ce que vous pensez que, bien que les actions militaires se situent spécifiquement dans la région russo-ukrainienne, est-ce que vous n'avez pas peur que cela ait une incidence, une contagion sur la zone méditerranéenne? Est-ce que la guerre contre l'Ukraine peut affecter la stabilité et la paix dans la Méditerranée, selon vous? Mais c'est un problème pour tout le monde. C'est un problème pas seulement dans le Maghreb, mais c'est un problème dans le monde entier. Ça veut dire qu'on utilise des ressources qu'on aurait pu utiliser pour développer des pays dans le monde entier, d'une manière ou autre. On l'utilise pour faire la guerre, et l'effet que ça augmente le prix donc, de l'énergie, ça augmente le prix de la nourriture, et évidemment, ça crée des problèmes énormes. Et puis, en même temps, ça crée des conflits inutiles dans le sens que il y a beaucoup de pays en dehors de l'Europe qui ont du mal à suivre ce qui se passe, et ont du mal à suivre la politique européenne, a mal à comprendre que la Russie, en effet, a agressé l'Ukraine, et c'est normal que nous, comme voisins, qu'on est là pour les défendre. C'est vrai, il y a beaucoup de pays africains qui justement ne voient pas la Russie comme un agresseur, ou bien, pour le dire autrement, ne se sentent pas intéressés par ce conflit entre Russes et Ukrainiens. Comment vous expliquez ça? Ça, c'est vrai. Parce que c'est loin ou parce que... Oui, mais c'est aussi un truc historique. Il y a beaucoup de pays africains qui se sentaient avoir eu le support de l'Union soviétique dans le temps. Donc nous, ici en Europe, on voyait toutes les mauvaises choses liées à l'Union soviétique. Moi-même, j'ai été 5 fois en Union soviétique, et je suis certain, c'était pas un pays où j'aimerais rester trop longtemps. Et alors, ils étaient en train de créer des problèmes un peu partout, mais comme certains pays africains disent, bon, ils sont contre l'apartheid et tout ça, alors ce sont nos amis et on s'en fout un peu comment ils traitent leur population.
Et je crois qu'ils n'ont pas vraiment compris la situation. Donc Et l'influence soviétique existe toujours. Oui, ça, mais c'est les ils ont conséquences. d'autres problèmes. Parce que j'entends parfois souvent dire, là, voilà, mais les Russes ont toujours été nos amis. Bon, on aimerait aussi que les Russes soient nos amis. Hein, on aime être amis avec tout le monde, mais il faut aussi voir la vérité en face. M. Malos a parlé, là, il ne faut pas le faire humilier, mais ils sont très forts à se faire humilier eux-mêmes, hein, avec leur politique, avec leur guerre. Et c'est vrai que c'est une réalité géographique. On ne choisit pas ses voisins, hein, alors il faut vivre avec. Très bien. Si vous permettez, je vais m'adresser à mon collègue Radouane Bachiri. Donc, je rappelle, vous êtes journaliste accrédité auprès des institutions européennes. Ce n'est pas une interpellation, une remarque, une question? Alors, tout à fait, merci. Moi, c'est dans le cadre de la politique européenne de voisinage. Il y a un partenariat oriental qui a été signé, décidé en 2008 et mis en circulation en 2009. C'est un partenariat qui a été fait pour renforcer donc, les relations entre l'Union européenne et ses voisins orientaux. Moi, j'ai une question à M. Endre Barks. En fait, suite à ce contrat ou ce partenariat qui a été signé en 2009, qu'est-ce que vous avez à nous dire aujourd'hui, après tout ce qui se passe un peu dans le monde, dans le Caucase du Sud? Alors, je rappelle, André Barks, c'est un journaliste, collègue journaliste hongrois depuis 20 ans, accrédité auprès des institutions européennes. Oui, c'est ça. Sur la politique extérieure de l'Union européenne dans le Caucase du Sud est principalement mise en œuvre dans le cadre régional de partenariat oriental qui comprend les 6 anciens pays soviétiques qui sont le Bélarus, l'Ukraine et la Moldavie en Europe de l'Est et la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans le Caucase du Sud. Le partenariat oriental qui fait partie de la politique de voisinage de l'Union européenne vise à apporter la stabilité, la prospérité et la bonne gouvernance aux pays situés à la périphérie de l'Europe. Sur l'Azerbaïdjan, l'Azerbaïdjan semble ouvert à certaines réformes inspirées par Bruxelles. Ensuite, l'Union européenne considère l'Azerbaïdjan comme une alternative à la Russie en termes d'approvisionnement en gaz. Enfin, le pays est un partenaire géostratégique intéressant pour l'Union européenne parce que sa structure politique est similaire à celle de l'Iran, mais il est modéré et laïque. D'accord. Je suis désolé, il nous reste 30 secondes pour terminer cette émission. Peut-être un dernier mot, Monsieur Malos. Le Maghreb, l'Union européenne, en 2 mots. Oui, il faut être ambitieux. Et je sais que vous êtes attaché au Liban, mais le Maghreb... Il faut être ambitieux pour le Maghreb. Le Maghreb souffre de ces divisions internes. Malheureusement. Et l'Union européenne devrait, au lieu parfois de souffler sur ces divisions par rapport à des objectifs sur l'Ukraine ou je ne sais pas quoi, il devrait tout faire pour amener la paix. Parce que la prospérité au Maghreb, elle amènera par la coopération entre les pays du Maghreb. Et on espère la stabilité, la prospérité entre l'Union européenne et ses partenaires. Je vous remercie tous, Monsieur Malos, Monsieur Bjorn, Monsieur Barks, Monsieur Bachiri. Quant à moi, je vous dis à une autre émission Euromag sur Maghreb TV Belgique. D'ici là, à bientôt.